Quelles sont les opportunités du moment sur le CAC 40? On continue notre revue pour le mois de juin. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et dans cette vidéo, on va analyser Bouygues, Renault, Unibail, Accor, Eurofins, Carrefour, Edenred, Téléperformance et Vivendi. Comme d'habitude, je vous ai préparé une watchlist. On va passer en revue les colonnes. Donc ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, parce qu'on n'a pas en euros dans cet écran, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio cours-bénéfice, ratio cours free cash flow, les multiples de valorisation par rapport au bilan, donc ratio cours sur capitaux propres et ratio cours sur capitaux propres tangibles. On est sur le rendement des capitaux investis ici, le rendement des fonds propres, l'endettement, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire pour voir s'il y a la dilution ou des rachats d'actions, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio. Le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices versés en dividendes, mais les dividendes sont payés avec les free cash flow, donc il faut qu'il y ait une adéquation entre les free cash flow et les bénéfices nets. On commence avec la première entreprise de la liste qui est Bouygues. Alors Bouygues, c'est un conglomérat, mais c'est plutôt orienté construction principalement, mais il y a aussi les médias, hein, évidemment, avec TF1 en filiale. Donc on est sur 16,4 milliards de dollars de market cap, 8,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est quand même assez important comme croissance. J'imagine que c'est plutôt de la croissance externe, puisque c'est une société qui opère dans un secteur qui est très mature. 5,4 en VE sur EBITDA, c'est pas cher payé. 14,6 en ratio court-bénéfice, c'est raisonnable, mais en ratio court cash flow, c'est exceptionnel, hein. On est à 4. Donc c'est une société qui est plutôt en phase de génération de flux, hein, vu qu'il n'y a plus beaucoup de croissance externe. Donc elle dégage des free cash flow. Et on voit que le multiple est très très faible, hein. Donc là, on est complètement value sur Bouygues. Ça peut être intéressant à ce niveau. On a un rendement des fonds propres qui est plutôt médiocre, 5,5%. Maintenant, c'est plutôt une société de participation. Elle est assez endettée en fait. C'est pour ça qu'on peut regarder le rendement, la rentabilité des fonds propres à 8,5%. C'est pas incroyable et il y a un peu trop de dettes quand même, hein, 3,5. Après, dedans, il y a les télécoms, hein, avec Bouygues Télécom. Donc, les opérateurs téléphoniques les opérateurs télécoms peuvent s'endetter de façon assez importante, hein, puisque ils ont une visibilité sur les cash flows. Donc, après, il n'y a pas que l'activité de télécom dans Bouygues, donc l'activité de bâtiment, de BTP aussi, à mon avis, est endettée. Donc, il faut voir si ça convient à tout le monde, ce niveau d'endettement. Bon, en tout cas, il y a un peu de dette, du coup, ça donne des charges financières un peu lourdes, à mon avis. 5% de rendement du dividende, donc c'est intéressant à ce niveau. Il y a un peu de rachat d'actions apparemment, 5,6% de rendement de l'actionnaire. Donc il faut voir si ces actions après sont annulées ou si elles sont distribuées aux salariés ou aux managers. Un payout ratio à 68,5, mais on a les free cash flow qui sont presque au quadruple des bénéfices nets. Donc c'est soutenable à ce niveau. Donc oui, il faut à mon avis creuser la dette et aussi la rentabilité, mais autrement, je trouve que c'est un dossier plutôt intéressant. Si vous êtes à la recherche d'investissements passifs et performants, vous pouvez dès à présent télécharger mes portefeuilles ETF, actions et crypto-monnaies via le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ce portefeuille contient les actifs que j'ai moi-même en portefeuille et vous permettent de surperformer le Nasdaq 100 qui est représenté par cette courbe sans avoir à gérer activement. Donc ce sont principalement des ETF, mais aussi des crypto-monnaies. Alors Renault, on est sur l'automobile, secteur dont je suis à l'écart assez structurellement. Le marché est complètement en train de changer, la concurrence chinoise fait très mal et il y a une transition sur l'électrique alors que les constructeurs auto historiques ne sont pas adaptés à cette nouvelle donne. Donc c'est pour ça que j'en suis à l'écart. Donc, ceci étant dit, 14 milliards de dollars de market cap, pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, 0,25, c'est pas incroyable, hein. On est à 11,7 en VE sur EBITDA, c'est pas si donné, 18,5 en rendement un ratio court-bénéfice et 3,3 en ratio court-free cash flow. Donc les constructeurs auto, pareil, ils n'ont pas de croissance sur les dernières années, là, donc sur les 2 dernières années. Donc ils dégagent structurellement des free cash flow. Il faut voir si ce sera durable. Voilà, donc là, en tout cas, sur ce multiple-là, c'est complètement value et on a décoté à 50% sur actifs tangibles. Alors, l'origine de cette décote, à mon avis, vient aussi du bras financier des constructeurs automobiles, hein. Ils ont tous des bras financiers pour pouvoir vendre à crédit des automobiles. Donc, est-ce que c'est le bilan de la banque de Renault qui est décoté? Auquel cas, c'est pas forcément une vraie bonne décote. Bon, il faut vérifier ça. En tout cas, si on reste au niveau des chiffres, on est value et on a une double marge de sécurité sur les multiples de flux et d'actifs tangibles sur Renault. Donc peut-être que ça peut être un dossier, on va dire, contrariant, un dossier deep value sur lequel on joue,
un redressement avec marge de sécurité. 8,4 en rendement des capitaux investis, c'est pas si mal. Il y a beaucoup de dettes, mais là, une fois encore, c'est pareil, c'est à cause du bras financier de Renault, hein, qui, du coup, a beaucoup de dettes pour les banques. Les banques sont toujours assez leveragées. Donc, ici, il y a cette partie de dette qu'il faut retraiter pour voir quel est le niveau réel de l'activité opérationnelle, honnêtement. 4,9% de rendement du dividende, c'est intéressant. On a 5,1 en rendement de l'actionnaire, donc ça c'est pareil, c'est quand même intéressant. On a, après, il faut voir si c'est distribué ou si c'est annulé. Payout ratio 71% avec des free cash flow 4 fois plus élevés que le bénéfice net, donc c'est soutenable à ce niveau. Maintenant, pour moi, secteur trop compliqué, et donc ça conviendra pas tout le monde, et moi ça me convient pas. Unibail Rodamco, on est sur du coup les gestionnaires de centres commerciaux, un secteur pareil dont je suis à l'écart, l'immobilier en France. 14 milliards de dollars de market cap, pas de croissance, en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples sont élevés, sauf le multiple de free cash flow. Bon, on a une décote sur actifs tangibles, donc il faut voir de quoi se constituent les actifs tangibles, hein, c'est l'immobilier, mais j'imagine, hein, les centres commerciaux principalement. La rentabilité est plutôt médiocre et on est très endetté, c'est normal, c'est une foncière, donc les foncières elles fonctionnent avec beaucoup de dettes, mais en rendement des fonds propres à 1,3, c'est pas terrible, hein, surtout avec le levier qu'on a. Donc pas qualitatif à mon avis ce dossier. Un rendement d'actionnaire à 4,2% qui est un peu neutralisé par une potentielle dilution, donc il faut vérifier. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles actions qui sont mises en circulation, mais il y a des actions qui sont mises en circulation, est-ce qu'elles viennent de l'autocontrôle ou est-ce qu'elles ont été créées? Il faut vérifier ça. On a un payout ratio à 300%, mais les free cash flows sont largement plus élevés que les bénéfices nets. C'est soutenable à ce niveau. Maintenant, il faudra voir si on a toujours des free cash flows aussi élevés. Bon, moi j'ai du mal à avoir l'intérêt d'avoir de l'immobilier en France et des rates du coup, enfin des foncières. Donc plutôt à l'écart de cette entreprise. Accor, la gestion d'hôtels, on est sur 13 milliards de dollars de market cap, 6,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ces 5 ans, ils incluent la période compliquée 2020-2021, mais aussi la forte reprise après. Je pense qu'on va revenir sur une croissance plus normative, mais on peut s'attendre à une croissance qui est, à mon avis, entre 3 et 5% hein, sur Accor, donc c'est pas mal. On est à 12 en VE sur EBITDA, 22 en ratio court-bénéfice et 28 en ratio court-free cash flow. Bon, c'est pas si donné quand même, hein, les multiples. On va dire qu'en VE sur EBITDA, on est raisonnablement valorisé, mais en price earning, pas tant que ça. C'est pas une société, à mon avis, qui dégage encore beaucoup de flux. Elle doit réinvestir dans le développement organique. Donc, bon, les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. 6,1 en rendement des capitaux investis. Si on a les hôtels en propre, ça m'étonnerait pas que ça soit capital intensif, hein. Après, quelle est la part d'hôtels qu'ils ont en propre et quelle est la part qui est obtenue en leasing, il faut regarder ça. 2 fois l'EBITDA en dette nette, ça reste raisonnable à ce niveau. 2,7% de rendement du dividende, ça commence à être intéressant. 4,7 en rendement d'actionnaire, donc pareil, là, il y a des rachats d'actions. Est-ce qu'ils sont annulés? Il faut regarder ça. Payout ratio à 52%, mais free cash flow plus bas que les bénéfices nets, donc en réalité, on est plutôt à 60-65%. Donc, à voir si c'est soutenable. Pas sûr que le dividende augmente beaucoup plus à ce niveau, tant que les free cash flow restent là, hein. Donc, Accor, un peu cher, c'est dommage, parce que à mon avis, c'est un dossier quand même assez qualitatif. Peut-être attendre que ça baisse un petit peu. Eurofins, donc l'industriel de la biologie, 12 milliards de dollars de market cap, 8,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Là aussi, ça inclut la période assez exceptionnelle de 2020-2021, puisqu'ils faisaient les réactifs pour le test PCR, donc forcément, ça les a bien aidés. Et ensuite, on a eu une violente normalisation. 9,7 en VE sur EBITDA, c'est raisonnablement valorisé. Un ratio court-bénéfice, c'est 35, là c'est cher. Mais un ratio court-free cash flow, on a 13,4. Comme il n'y a pas de croissance sur les 2 dernières années, on dégage du flux assez structurellement. Donc moi, je pense qu'il faut mieux regarder le multiple de price free cash flow ici. Et c'est pas si cher que ça. Donc Eurofins, à mon avis, c'est pas un mauvais timing sur Eurofins. 8% de rendement des capitaux investis, correct en termes de rentabilité. 2 fois les l'EBITDA en dette nette. Bon, il y a un peu de dette, mais bon, voilà, c'est pareil, c'est soutenable à ce niveau, hein. 1% de rendement du dividende, ils sont pas très généreux. 3,6 en rendement d'actionnaire. Il y a des rachats d'actions. Qu'est-ce qu'ils font de ces actions? Je crois qu'ils les annulent, hein, Eurofins. Donc ils réduisent le capital. On est à 36 en payout ratio avec des free cash flow bien plus élevés que le bénéfice net. Honnêtement, ils sont un peu radins. Ils pourraient augmenter le dividende de au moins, pour aller jusqu'à au moins 2,5, hein. Là, c'est un peu pingre. Donc Eurofins, je pense que c'est pas un mauvais timing aussi, si vous vous intéressez à ce secteur. Alors Carrefour, la grande distribution. 10,5 milliards de dollars de market cap, 3,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, il n'y a pas de croissance sur ce domaine, hein, c'est très mature. Des multiples qui sont complètement bradés, hein. 6, enfin bradés, allez, 6 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher. 13,5 en ratio court-bénéfice, 4,2 en ratio court-free cash flow. Et je ne vous l'ai pas affiché ici, mais on a un ratio price to sales qui est à 0,1 ou 0,2. Donc on n'a jamais été aussi décoté sur Carrefour. En ratio
cours sous capitaux propres, on est à 0,9, mais bon, il y a des écarts d'acquisition, enfin, c'est l'intangible, donc ça compte pas à mon avis. 5,3 en rendement des capitaux investis, ben, c'est pas incroyable comme rentabilité. Surtout qu'en fait, on n'est pas très capital intensif. La grande distribution, il n'y a pas de capital. Donc, ils sont vraiment pas très très bons en rentabilité. On est cash net, par contre, ça c'est bien. Vu qu'on a un BFR négatif, le seul moment où on va avoir de la dette pour Carrefour, ça va être quand on va faire des acquisitions. Donc ça c'est bien, ça leur donne des munitions pour verser du dividende qui est quand même copieux, 7% de rendement du dividende, ça c'est bien. 13 en rendement d'actionnaire, il y a des rachats d'actions, il y en avait en tout cas sur 2024. Ils ont dit qu'ils allaient arrêter en 2025 parce qu'il y a une taxe sur les rachats d'actions et ils ont décidé d'augmenter le dividende, à contrario sur 2025. On a un payout ratio qui est à 83%, ce qui semble élevé, mais le free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Je pense que le versement, il est safe, il est sain sur Carrefour. Donc moi, je pense que dans une optique value, c'est pas si mauvais que ça, Carrefour. Vous avez du dividende pour patienter et vous avez des multiples complètement value qui vont, à mon avis, se redresser. Donc, il y aura plutôt sur ce genre de dossier un coût d'opportunité, mais même ce coût d'opportunité, il est rémunéré via le dividende qui est assez copieux. Donc, Carrefour aussi, je pense que ça se met en watchlist, ça se regarde si vous êtes intéressé. Edenred, donc on est sur les tickets restaurants. Alors c'est un business que je trouve complètement artificiel et qui ne devrait pas exister. C'est un marché régulé, pardon. Donc il n'y a pas de raison qu'on fasse des tickets de rationnement pour les salariés, mais bon, ça ce n'est que mon opinion personnelle. Mais objectivement, factuellement, s'il y a la régulation qui change, on peut avoir une activité qui disparaît du jour au lendemain. Donc attention sur ce genre de dossier. 7,5 en market cap, 7,5 milliards en market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est quand même une bonne croissance. Bon, les multiples sont pas si chers, 9,2 en VO sur EBITDA, ça reste raisonnable. 15 en ratio co-bénéfice, c'est à la limite du raisonnable, mais c'est raisonnable. Allez, 9 en ratio co-free cash flow. Donc c'est une boîte qui génère structurellement du flux, de toute façon, elle n'a pas de capex, elle n'a rien besoin d'investir pour développer l'activité, vu qu'en fait, elle gère de l'argent, quoi. Donc au final, c'est pas une activité capital intensif, ce qui explique que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. On a 1,6 fois les EBITDA en dette nette. Alors je me demande dans quel cadre la dette peut augmenter, mais j'imagine que c'est quand ils font des acquisitions, en fait. 13 en rendement des capitaux investis, facile d'être rentable quand vous n'avez pas besoin de capital pour générer de l'argent, donc ça c'est bien. 4,4 en rendement du dividende, 8,7 en rendement actionnaire. Il faut voir, donc il y a des rachats d'actions, il faut voir s'ils sont annulés ces actions. Payout ratio à 53%, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, aucun souci. Donc Edenred, si vous vous autorisez à investir dans un marché régulé comme celui-ci, ça peut être intéressant, pour le dividende et même dans une perspective, on va dire, rattrapage du multiple qui est pas si cher, pas si élevé que ça. Alors Téléperformance, on la connaît bien sur la chaîne, je l'ai en portefeuille. C'est plutôt un dossier contrariant. On est sur les call centers. C'est call centers et services spécialisés, 6 milliards de dollars de market cap. On est à 14% de croissance du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans, mais ça inclut l'acquisition de Majorel et l'acquisition de ZP en 2024. Donc, bon, voilà, il n'y a pas de croissance organique. En tout cas, sur l'activité traditionnelle, il n'y a pas de croissance organique. 5,4 en VO sur EBITDA, ça c'est pas cher. 11,2 en ratio co-bénéfice, mais on est surtout sur une activité qui dégage du flux, puisque en fait, il n'y a pas de croissance dans l'activité organique. Et même sur l'activité service spécialisé, ils ne font pas de l'organique. Enfin, ils font de l'organique un petit peu, mais ils font surtout des acquisitions. Donc là, on n'est plus sur une entreprise qui a besoin de faire des grosses dépenses en capital. Donc ça explique que ce multiple de 3,6 en price to free cash flow, qui est complètement bradé, on est à 7,7 en rendement des capitaux investis, c'est que ça reste correct, c'est quand même une rentabilité tout à fait convenable. 2 fois les l'EBITDA en dette nette, ça vient des acquisitions qui sont assez régulières pour essayer de stimuler la croissance. 4,7 en rendement du dividende, bon petit dividende. 7,2 en rendement d'actionnaire, il y avait des rachats d'actions sur 2024, il n'y en a plus en 2025. Donc on se demande ce qu'ils préparent, parce que en fait, ils ont un payout ratio qui est très faible, si vous regardez. 44 en payout ratio, avec des free cash flow au triple des bénéfices nets. Donc il y a le dividende, oui, mais ça consomme pas beaucoup en termes de free cash flow. Donc ils se préparent quelque chose puisqu'ils ne vont pas faire de rachat, ils font pas de rachat d'actions cette année. Donc soit ils vont taper fort avec une nouvelle acquisition, soit ils préparent autre chose, peut-être une sortie de la cote, ça c'est une hypothèse, mais à mon avis c'est compliqué quand même, vu le prix de la boîte. Donc à voir ce qu'ils vont faire avec ces free cash flow. Donc Téléperformance, c'est pas pour tout le monde, c'est quand même, volatile, mais moi je l'ai prise parce que les multiples sont très, très bas et vous avez une bonne rentabilité avec des free cash flow. Donc il y a pas de raison que, même si, le business va disparaître soi-disant à cause de l'IA, il y a pas de raison que pour l'instant, l'entreprise, s'arrête d'un coup, quoi. Donc ça, c'est mon opinion personnelle, c'est pas un conseil en investissement. Alors, ensuite, Vivendi, le conglomérat des médias. Donc, il y a eu les spin-offs, il faut suivre un peu les dossiers Bolloré avec tous les spin-offs.
Notamment, il y a eu un spin-off d'Havas que j'ai couvert sur la chaîne et sur lequel j'ai initié une petite position. On a Canal+ aussi, il y a Louis Hachette. Donc là, il faut à mon avis être un bon connaisseur, hein, pour bien appréhender ces dossiers. 3,3 milliards de dollars de market cap, moins 55% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, mais évidemment, il y a eu un spin-off. Donc on a changé de périmètre. Sa croissance ne veut absolument rien dire ici. 9,3 en VE sur EBITDA. Ratio, alors on a fait une perte nette, mais en ratio coût free cash flow, c'est 1,8. C'est pas très cher, hein, c'est pas du tout cher même. 30% de décote sur actifs tangibles. Comme c'est un conglomérat, je pense qu'il y a une décote de conglomérat, mais à vérifier, hein. Je ne suis pas assez connaisseur du dossier. Dites-moi si vous en savez plus en commentaire, mais ça vaut le coup d'aller creuser cette décote-là, d'où elle sort. Parce que ça peut être un dossier quand même deep value, hein. Ici, 1,8 en price free cash flow, 30% de décote, ça se regarde. Rentabilité négative, on a fait une perte, mais en free cash flow, on fait 1,9 $. Donc il faudrait calculer une rentabilité par rapport au free cash flow, voir ce que ça donne. Donc pas de souci, hein, même si on fait une perte nette, les free cash flow sont là, donc en réalité, c'est qu'une perte comptable. On n'a pas de dette sur Vivendi, un petit dividende de 1,4% et il y a eu des rachats d'actions. Donc ça, peut-être qu'il faut retraiter, hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce rendement actionnaire à 18%. Qu'est-ce qui s'est passé pour que qu'ils diminuent autant les actions? Donc voilà, c'est pour ça que je dis, ça c'est plutôt pour un connaisseur de la galaxie Bolloré, hein, qui en saura plus. À partir des chiffres bruts comme ça, on ne peut pas en dire grand-chose. Voici pour cette liste. Alors qu'est-ce qu'on pourrait garder, qu'est-ce que je garderais, dans cette liste? Je pense que Bouygues, ça peut être intéressant. Renault à l'écart, les foncières à l'écart. Accor, on peut regarder. Eurofins, on peut regarder, je pense que c'est intéressant. Carrefour dans une optique value, et Edenred plutôt à l'écart à cause du business. Téléperformance, c'est pas pour tout le monde, mais dans une optique value, ça se regarde. Et Vivendi pour les connaisseurs de la galaxie Bolloré. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.